Bonjour tout le monde. Donc dans cette opportunité, on continue avec le cycle des Rankine et dans cette fois-ci, on va faire un petit exemple. Donc c'est l'exemple numéro 9 de la vapeur entre dans la turbine dans une centrale électrique dans un cycle des Rankine à 3300 kPa, ça veut dire 3.3 MPa et ressort à 50 kPa. Donc on a la pression d'entrée et la pression de sortie de la turbine. Ça veut dire, si on se rappelle du cycle de Rankine, on a deux pressions. On travaille entre deux pressions. Donc, on a la pression élevée et la pression moins élevée. Pour montrer les effets de la surchauffe sur la performance du cycle, calculer le rendement thermique du cycle et la qualité de la vapeur d'échappement de la turbine pour des températures de vapeur d'entrée à la turbine de 400, 500 et 600. Donc, on va évaluer qu'est-ce qui se passe au cycle si jamais on change la température de la vapeur surchauffée qui entre dans la turbine. Voilà un petit schéma de notre cycle. Donc ici, la vapeur surchauffée entre dans la turbine et elle sort comme vapeur saturée. Après ça, il va entrer dans le condensateur. Dans le condensateur, il sort comme liquide saturé. Après ça, la pompe va comprimer ce liquide-là, il le transforme en liquide comprimé. Et entre 4 et 1, il y a une condensation isobare. À l'entrée, selon les données de notre problème, on a un vapeur surchauffé à 3300 kPa et la température d'entrée est connue, soit 400, 500 ou 600. Dans cette condition-là, notre système a degré de liberté égal à 0 parce qu'il y a deux phases et une seule substance pure. Donc dans ce cas, on a besoin de deux propriétés. Voilà, la pression et la température. Ça veut dire que toutes les autres propriétés, soit l'entropie, soit l'enthalpie, soit le volume spécifique, vont dépendre de la pression et de la température. Cette vapeur surchauffée entre dans la turbine et il va subir une expansion adiabatique réversible. Alors, comme c'est une expansion adiabatique et réversible, c'est les deux conditions suffisantes pour que le procédé soit isentropique. Dans ce cas-là, à la sortie, on connaît la pression, 50 kPa, et par cette condition-là, l'entropie de l'entrée est égale à l'entropie de la sortie. Ici, il y a un petit détail, ça c'est S chapeau. La vapeur doit entrer au condenseur comme vapeur surchauffée. Alors cette vapeur saturée, et on a juste, quand on parle de l'état de saturation, soit vapeur saturée, liquide saturé ou mélange, on a toujours besoin juste d'une propriété. Dans ce cas, la propriété qui on a donnée, c'est la pression. Par contre, l'entropie est connue aussi. Avec ces deux états-là, on est capable d'aller chercher l'état de cette fluide-là. Donc, ça se peut que cette fluide-là ne soit pas une vapeur saturée, ça se peut que ce soit un vapeur surchauffé et ça peut être aussi un mélange. Ça, on va le voir tantôt avec le diagramme. Donc, mais avec ces deux propriétés-là, on est en mesure de calculer les propriétés restantes. Ça veut dire l'enthalpie et, si on veut bien, la température aussi. Aller la chercher parce qu'on connaît deux propriétés. Et une fois qu'on va aller chercher les propriétés avec les deux degrés de liberté qu'on connaît, donc c'est là qu'on va savoir si c'est vapeur, si c'est liquide, si c'est vapeur surchauffé, vapeur saturé, on mélange vapeur liquide, ou liquide vapeur. On va aller le voir tantôt. Donc cette vapeur, cette fluide à la sortie de la turbine va subir une condensation isobare isotherme. Dans ce cas-là, comme c'est isobare et isotherme, donc il va sortir à la même pression, c'est isobare, on peut aller chercher toutes les autres propriétés. Parce qu'on a liquide saturé, ça veut dire qu'il est dans un état où il est possible d'avoir deux phases. Donc si on fait le degré de liberté de Gibbs, donc on a deux phases, on a un composant, donc ça va nous donner que le degré de liberté est égal à 1. Ça veut dire qu'on a besoin juste de spécifier une propriété pour que l'état soit bien défini. Dans ce cas, la propriété qu'on connaît, c'est la pression. Donc l'état est très bien défini. Dans ce cas-là, l'enthalpie 3 et la entropie 3 vont dépendre de la pression et on va aller les chercher comme liquide
Ici, j'avais mis liquide saturé. Parce que lui, il est liquide saturé. Il faut se rappeler qu'il sorte, il va sortir comme liquide saturé. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher les propriétés. Alors, cette liquide saturé va subir une compression adiabatique est réversible et pourtant c'est isentropique. Dans cette condition-là, on va voir que ce liquide comprimé augmenter sa pression, mais il va avoir la même pression que l'état 1. Il faut se rappeler que dans cette procédé-là, on va le voir tantôt dans la graphique, on a deux pressions. Donc ici, c'est à la pression de 50 kPa. Donc ici, il sort à la pression de 3300 kPa. Et on connaît donc la pression, on connaît l'entropie aussi, c'est la même entropie que l'entrée, ça veut dire l'entropie de 3, parce que c'est un procédé isentropique, parce que c'est adiabatique et réversible. Donc, ça va nous permettre. Donc, cet état-là est très bien et bien défini parce qu'on a deux conditions là, substance pure, une phase, donc on a besoin de propriétés, c'est-à-dire il y a 2 degrés de liberté de Gibbs, mais comme les degrés de liberté de Gibbs sont déjà fixés, il y a 0 degré de liberté. Donc, dans ce cas, l'enthalpie, on peut la chercher et même la température T4, on peut aller la chercher aussi. De toute façon, la température T4, c'est la même température T3 à l'entrée, pardon, pas la température T3, oui, c'est exactement la même température T3 est égale à T4. Cette condition-là, je peux aller chercher la température parce qu'on connaît la pression et on connaît la entropie spécifique. Finalement, le liquide comprimé va subir une évaporation isobare. Et ici, dans cette partie isobare, il va y avoir une partie isotherme au milieu. Mais il faut se rappeler que je viens de la température T4, j'arrive à la température de saturation à la pression P1. Donc ici, on va voir la température au milieu de saturation quand la pression est P1. Après l'évaporation, le vapeur va se surchauffer jusqu'à T1. Donc il passe, si on se rappelle dans notre graphique, il va faire ça. Ça. Donc on part de ce point-là, on arrive à ce point. Ici on a T4, ici on a T1. Ça c'est la température de saturation à la pression du système. Parce que tout ça c'est un isobare. Je pars du diagramme température-entropie. Okay, voici notre petit exemple. Donc on part de l'état 1, vapeur surchauffée. Je vais le expandre dans la turbine de façon isotropique, donc il va arriver soit à cet état-là, donc indépendant de ici, on est bien cette température-là, ça c'est la température d'entrée à la turbine. Donc si la température à la turbine change, donc on s'attend que l'état va changer aussi. Okay, si ici on a une deuxième température, disons ça c'est la température T1, ici c'est une deuxième température T1. Comme ici, prime, ici c'est la température de prime. Et si on utilise la température T1 prime, on rentre ici, il sort ici. Mais si on travaille avec une autre température plus élevée, ça peut être plus basse aussi, la sortie de la turbine, soit l'entrée au condenseur, va changer d'état et ça va avoir un impact sur la performance du cycle, sur l'efficacité du cycle. C'est ça qu'on va aller voir tantôt. Donc, le travail de l'état 1 à l'état 2, ici il y a un travail, il n'y a pas de chaleur, que c'est égal à M, ça veut dire le débit des fluides, H2 moins H1, ça on l'avait déjà vu. La chaleur, ça va être H3 moins H2. Le travail de la pompe, H4 moins H3. Et finalement, la chaleur qu'on obtient de réservoir chaud va être H1 moins H4.